vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Geneviève Gotzinger. Bonjour, présidente de l'agence Image avec 2G majuscule. Bonjour. Vous êtes communicante. François Coq, bonjour, essayiste. Bonjour. Vous avez publié L'impératif démocratique. Régis de Castelnau, vous êtes avocat. Votre blog Vue du droit et on vous retrouve également dans Causeur, le magazine d'Elisabeth Lévy qu'on entend tous les matins sur Sud Radio. Et Kerima Mendes, bonjour, vous êtes blogueuse. Merci d'être là. On va revenir sur les propos de François Hollande. Est-ce qu'il faut un mandat présidentiel de 6 ans, comme il le propose? Pas un quinquennat, pas un septennat, mais un sextinat? Je ne sais pas comment ça se dit. Sextennat. Immigration, communautarisme dû en même temps au grand flou d'Emmanuel Macron hier à Mayotte. J'avoue que je n'ai pas tout compris. Et puis les élus, la France Insoumise, qui ont décidé de boycotter CNews le temps qu'Éric Zemmour sera toujours à l'antenne sur cette chaîne. Tous ces sujets avec vous et d'autres encore avec les coups de cœur et les coups de gueule. Mais on va déjà aller retrouver Christine Bouillot. Bonjour Christine. Bonjour Valérie. Vous êtes avec nous pour nous parler pour faire le point sur la situation des intempéries dans le sud. Vous êtes en direct depuis Béziers, le Languedoc, le Roussillon sont sous les eaux depuis le début d'un très violent épisode de pluie. Mardi soir, il est tombé beaucoup d'eau. 9 départements sont placés en vigilance orange, 202 mm d'eau à Argelès-sur-Mer. Dites-nous ce qui se passe aujourd'hui à Béziers. Alors, pour vous raconter, c'est qu'il y a une petite heure maintenant, j'étais du côté de Port-la-Nouvelle, sur le bord de la Méditerranée, puisque l'inquiétude, c'est maintenant aussi cette alerte vague submersion. Et d'ordinaire, il faut une demi-heure pour allier Béziers. J'ai mis plus d'une heure, puisque c'est un déluge qui s'est abattu sur cette partie basse de l'Hérault, sur la partie ouest, et donc en arrivant ici sur le Biterrois. Tout autour de Béziers, puisque Béziers, il y a la partie haute et la partie basse. Sur la partie basse, les rues sont gorgées d'eau, ça ruisselle littéralement avec ces fortes pluies, c'est des pluies diluviennes. Vous l'avez dit, il est tombé l'équivalent depuis hier soir dans certains endroits 2 mois et demi de pluie. Alors pour l'instant, au niveau des dégâts, ce sont surtout des ruissellements, donc c'est vrai que c'est de l'eau qui va rentrer dans des magasins, qui va rentrer dans des bas de maison. On ne déplore, et ça c'est à souligner depuis hier soir, aucune victime sur l'ensemble des départements concernés, donc ça c'est très important. Il y a des mesures de sécurité qui ont été mises en place, des recommandations qui sont faites aux habitants. Absolument. Absolument, et ça c'est important de le souligner parce que, et j'en ai fait d'ailleurs les frais tout à l'heure, ne pas s'aventurer sur des routes où il est marqué route inondée. On a l'impression de pouvoir passer avec son véhicule, mais surtout pas. Donc tout a été préinstallé. Les forces des pompiers sont évidemment mobilisées sur tous les départements concernés, Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, ainsi que le Gard et surtout l'arc méditerranéen. Et puis aussi les mairies, puisqu'il y a des plans de prévention qui sont maintenant actifs depuis le déclenchement de cette alerte météo. Et donc depuis hier, les mairies ont fait le tour des quartiers qui pouvaient éventuellement présenter des risques d'inondation. C'est pour ça qu'on a évacué de manière préventive 2 campings situés sur le secteur du Narbonnais en bordure de mer du côté de Gruissant, pour permettre à des personnes de se mettre à l'abri, non pas parce que le camping a été inondé, mais qu'il est en zone inondable, et donc par précaution on a mis les gens à l'abri. Mais maintenant, effectivement, tout le monde se souvient de cette nuit absolument incroyable de pluie, et puis surtout de ce déferlement d'orage et d'éclairs, puisqu'à certains moments c'était comme en plein jour. Donc voilà, c'était une nuit qui n'est pas terminée bien sûr, puisque la Béziers continue de pleuvoir avec l'orage que vous devez entendre derrière moi, mais qui va se poursuivre sur maintenant la partie est. Je dirais que le plus gros est derrière, mais quand même attention aussi du côté du trafic des trains, puisque plusieurs voies sont évidemment, inondées. il y a des conséquences évidemment sur les transports, et on peut ne recommander que la prudence à tous les habitants. Encore une fois, vigilance orange dans plusieurs départements, Languedoc, Roussillon, Aude, vous l'avez dit. Merci Christine Bouillon, on vous retrouvera tout au long de la journée sur Sud Radio. Soyez prudents si vous habitez donc dans ces régions. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, sans transition. On va commencer avec Régis. Disqualification de la parole publique qui continue avec Madame Pénicaud
Et Madame Buzyn, qui, je veux dire, c'est tous les jours. Madame Pénicaud qui vient mentir sur le contenu du Code du travail, ce qui est quand même formidable. C'est-à-dire, c'est sur l'histoire du droit de retrait. C'est une vraie question. Le droit de retrait, ça a été instauré par un décret le 16 juin 2005. Je m'en rappelle. C'est que j'ai travaillé sur ces questions ensuite. Ça permet aux salariés de se retirer si ils peuvent avoir le sentiment raisonnable qu'ils sont exposés à un danger. Bon, donc on sait que les syndicats ont préconisé le droit de retrait après l'accident qui s'est produit dans, je ne sais plus dans quel département, et certains ont dit, peut-être à juste titre, parce que c'est vrai que c'est délicat, on dit que c'était un détournement du droit de grève. Je veux bien, il y a débat. Il y a débat, ce sont des questions qui sont un peu délicates. Mais pour l'alimenter, ce débat, la ministre du Travail, qui a la responsabilité du contenu de ce code du travail, vient mentir en disant que c'était pas avoir le sentiment raisonnable d'être exposé à un danger, mais il fallait être exposé à un danger. C'est-à-dire qu'elle a supprimé la subjectivité. Moi, je suis désolé, c'est lamentable. Alors naturellement, et fort heureusement d'ailleurs, et je salue à cette occasion le journal Libération. Une fois n'est pas coutume. Bah oui, c'est que leur système de décodage Check News est bien foutu, bien fichu, excusez-moi. En général, c'est plutôt... Oui, ils travaillent pas mal et donc ils ont... Bon, il y a Madame Buzyn qui dit que, bien sûr que non, les hôpitaux publics ne seront jamais privatisés, enfin peut-être, et puis ce sera un cas particulier. Tout est comme ça, tout est comme ça tout le temps, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à mentir. Alors, bon, si Ben Diaye avait dit qu'elle était d'accord pour mentir pour protéger le président, ce que je pouvais comprendre, elle était à son cabinet, elle était là pour le préserver. Mais attendez, les procureurs qui disent j'ai menti pour préserver le président, etc., pour ne pas le mettre en difficulté, cette parole publique continue à se disqualifier, et je pense que c'est vraiment un vrai souci que des ministres n'aient pas le sentiment de cette responsabilité. Alors je parle pas naturellement de Castaner sur l'invasion de la Pitié-Salpêtrière ou sur... Non, mais ça c'est pas un mensonge. Là c'est parler un peu vite sur la base d'éléments qu'il n'a pas, qu'on lui donne à un moment donné. Non mais je veux pas le défendre Castaner, mais là en l'occurrence, ce jour-là sur l'hôpital... Il y a quand même une dimension très idéologique derrière tous ces mensonges. À chaque fois. Ce qui est compliqué aussi, c'est ce qu'on appelait des couacs à l'époque de François Hollande. Ce mot a disparu maintenant, mais néanmoins, quand il y a des ministres qui ne sont pas d'accord, ça reste quand même un couac. Oui, c'est plus que des couacs. C'est plus que des couacs. Madame Pénicaud au micro, c'est assumé, c'est un mensonge. C'est un mensonge éhonté. Alors François, vous, c'est un coup de gueule également. Oui, on va continuer avec on est en colère. Les coups fourrés, les coups tordus du gouvernement, puisque cette nuit a été adopté l'article 3 du projet de loi de finances sur la sécurité sociale, qui acte la non-compensation par l'État du financement des mesures dites gilets jaunes qui avaient été annoncées le 10 décembre dernier, si vous vous souvenez bien, en plein cœur du mouvement. Déjà, à cette époque, on s'était bien aperçu qu'il n'y avait aucune dimension redistributive dans les mesures préconisées par M. Macron. On prenait dans la poche gauche des gens pour leur remettre dans la poche droite leur propre argent. Eh bien, on en a la confirmation, puisque ces mesures, notamment l'annulation de la hausse de la CSG à l'époque pour les retraités et l'avancement au 1er janvier 2019 de l'exonération des heures supplémentaires, vont être portées désormais par le budget de la sécurité sociale, donc sans que l'État fasse ce qu'il doit faire normalement par la loi depuis 1994, c'est-à-dire financer, compenser ces mesures. Quelle est la logique de ça ? C'est 1, éliminer la dimension redistributive. 2, continuer à alimenter le prétendu trou de la sécurité sociale dont demain on va nous rabattre les oreilles pour nous mettre le couteau sous la gorge et qu'on va voir arriver bien évidemment au moment de la réforme des retraites. Et puis le troisième acte de cette arnaque, c'est bien sûr une soumission totale à l'Union européenne, parce que hasard du calendrier ou pas hasard du tout d'ailleurs, vous savez peut-être qu'aujourd'hui c'est là que la France doit faire une réponse à la Commission européenne qui fait désormais depuis 2013 des recommandations qui ont valeur injonctive. Et bien parmi ces recommandations, la Commission européenne a demandé une clarification avec des risques d'écart, paraît-il, par rapport aux règles européennes. Vous savez que le déficit public est de 2,2%, donc dans les clous européens, mais ces gens-là n'en ont jamais assez, ils continuent à nous mettre le couteau sous la gorge et le gouvernement se soumet, et il se soumet à travers cette mesure pour faire payer aux Français et aux plus faibles les mesures pour les gilets jaunes. Donc il n'y a eu aucune redistribution de la part du gouvernement. Bon, un mot Non, là-dessus, je suis pas d'accord. Enfin, il y a des déficits publics, on est dans l'Union européenne, on a une parole, on a une signature, il faut l'assumer, on va toujours dépenser plus. On est en dessous de leur absurde 3%.
Donc ils trouveront toujours une raison pour continuer à nous vampiriser. Allez, on va marquer une pause et on va revenir avec... alors vous avez le même coup de cœur, Kerima et Geneviève, donc je pense que ça va faire un sujet et un débat. Je n'avais pas prévu d'en reparler, mais c'est cette tribune publiée dans Marianne, 101 femmes musulmanes sur le voile comme objet sexiste et obscurantiste. On en reparle. 0826 300 300 si vous voulez réagir. On est avec vous sur Sud Radio. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio jusqu'à midi. Je suis avec Régis de Castelnau, François Coq, Kerima Mendes et Geneviève Gotzinger. Alors, Kerima et Geneviève, vous aviez le même coup de cœur. Kerima, peut-être commencer cette tribune. Oui, la tribune des musulmans contre l'islamisme qui est parue chez Marianne. Je la trouve très bien, cette tribune. Ça fait un moment qu'on demandait aux musulmans modérés de se montrer, de signer quelque chose. Donc, ils l'ont fait. Cette pétition est très bien. Elle a été lancée par The Rabitan. Ouais. Je la trouve très bien. Je trouve qu'elle remet les choses dans l'ordre. Nous avons des musulmans modérés ici en France qui ne sont pas du tout islamisés et qui ne veulent pas justement qu'on les stigmatise et qu'on parle d'eux par rapport au voile ou toutes ces choses-là. Je trouve que cette pétition arrive à point, arrive à un moment donné où les islamistes essaient justement de confisquer le débat, essaient de nous taxer d'islamophobes quand on parle du voile ou qu'on parle de certaines choses assez rigoristes chez eux. Et cette pétition remet les choses dans l'ordre. Ils disent il est grand temps que nos compatriotes sachent que le port du voile ne fait pas l'unanimité chez les musulmans. Elle parle de musulmans. Il y a des musulmans. C'est pas les musulmans, c'est la nuance qui est apportée dans la religion musulmane. Le salafisme est quand même une partie assez minoritaire. Et les salafistes à l'heure actuelle voudraient nous faire croire qu'ils sont majoritaires. Alors, on n'entend qu'eux en France, par Marwan Mohamed, Majid Messaouden, le CCIF et compagnie, et on n'entend pas ces gens-là. Donc moi, j'aimerais qu'on redonne la parole à ces musulmans modérés, qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent justement pouvoir reprendre le débat. Et avoir une autre parole. Oui, Geneviève Gotzinger. Elle et il, pardon, parce que c'est des hommes et des femmes en fait, qui sont signataires de cette tribune. Ils et elles. Ils et elles, elles et ils, comme vous voulez, sont effectivement totalement légitimes pour s'exprimer et on ne peut pas les taxer d'islamophobes parce que le grand sujet et la grande peur qui finalement atrophie aujourd'hui le débat, c'est ça. On a peur, en disant un certain nombre de choses, d'être aujourd'hui taxé de racisme et d'islamophobe. Alors on peut absolument pas leur objecter cela et ils expriment de manière... Ils et elles expriment de manière extrêmement claire un véritable risque aujourd'hui. Et ils disent les choses. Et ils les disent avec ce sentiment d'urgence. Parce qu'il y a un sentiment d'urgence et il y a urgence dans les faits. Et finalement, l'idée de pas d'amalgame, c'est elles et eux qui en sont les porte-parole. Pas d'amalgame entre la religion musulmane telle qu'elle est pratiquée finalement par une majorité de personnes et celle qu'on voit malheureusement de plus en plus dans l'espace public et qui essaie de grignoter de plus en plus l'espace public. Donc les mots sont extrêmement forts. Le port du voile, c'est le signe ostentatoire d'une compréhension rétrograde, obscurantiste, sexiste du Coran. Voiler les femmes, c'est stigmatiser leur présence dans l'espace public. Les mots sont en plus extrêmement beaux. Elle est très, très, très bien écrite, cette tribune. Que veut dire musulman modéré, nous dit Michael, et qui disent aux habitants modérés, ça va me faire mal à la journée. Musulman modéré, c'est un musulman... qui pratique sa religion dans son espace privé. Oui, ou qui pratique à moitié, ou qui pratique ce qu'il a envie de pratiquer, comme un juif modéré ou un chrétien modéré, qui ne pratique que ce qu'ils ont envie de pratiquer, qui ne sont pas dans cette forme de religion où ils sont vraiment dans un intégrisme et... Non, je pense que c'est ça, le musulman modéré. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Régis de Castelnau ? Je reviendrai sur le moment où on parlera de Macron, si on parle de lui. Simplement une observation. Moi, j'ai pas peur de dire que je suis islamophobe, comme je peux être christianophobe, comme je peux être judéophobe. Je n'aime pas. Oui, d'abord, dans ma tête, je fais ce que je veux. Il n'y a pas encore de scan qui permet de savoir ce que je pense. Mais ensuite, après, c'est l'expression qui peut être pénalement répréhensible, à juste titre d'ailleurs. C'est-à-dire l'expression, on a le droit de dire, parce que je vois Yves Tréhard qui est montré en exemple pour avoir dit sur LCI, je n'aime pas la religion musulmane. Oui, mais qu'est-ce qu'on a le droit de dire ? Je descends du bus quand... non, je veux dire, ça c'est
faut pas oublier ce deuxième terme où il se ridiculise un peu. Je suis désolé. On a le droit, de ne pas aimer les religions, et surtout les religions. C'est plus difficile de le dire pour certaines d'entre elles que pour d'autres. Hein. Quand vous dites j'aime pas le christianisme, c'est facile. J'aime pas l'islam, c'est plus compliqué. Il suffit de voir l'incendie qui s'est déclenché depuis cette affaire du Conseil régional de Bourgogne. Non, ce que je voulais, par rapport à la question de Valérie, c'était sur qu'est-ce qu'un musulman modéré. Vous avez dit, c'est comme les chrétiens, moi je suis désolé, je fais une différence entre Civitas, la secte Civitas, ou la fraternité Saint-Pie 5, 10, je sais plus, et les chrétiens qui vivent leur foi de façon parfois très intense, etc. La bigoterie, ça existe aussi chez les modérés, mais pour autant, ce ne sont pas des militants qui veulent imposer. Et le Christ roi, enfin Civitas en particulier, veut imposer à la société civile des normes qui procèdent de leur religion. Actuellement, ils sont pas tellement dérangeants. Ils sont pas le tellement danger vient pas tellement d'eux actuellement, on est d'accord. Donc, je veux dire, mais si on prend la comparaison, elle fonctionne. Elle fonctionne. La masse des musulmans, effectivement, vit ça tranquillement. Il y a des éléments culturels aussi. Bon, moi, je suis, étant né au Maroc et étant parti déjà enfant, ma première langue, c'était l'arabe. J'ai appris, j'avais une nounou aussi, qui était voilée d'ailleurs, à Rabat. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est paisible. Il y a un rapport paisible à cette religion, même s'il y a des références culturelles, même s'il y a de la nostalgie, même si je comprends très très bien, mais là c'est autre chose. C'est un phénomène d'islam politique. Il faut y revenir. Et parce que aussi on l'a laissé aussi s'installer cet islam politique. On l'a pas laissé s'installer, on l'a voulu, parce qu'attendez, dans les quartiers on a des élites qui sont vendues dans les quartiers populaires, on a laissé les quartiers populaires aux islamistes et aux vendeurs de drogue. Et là, on leur a dit, débrouillez-vous, faites ce que vous avez à faire. Et assurez-nous la paix sociale. Voilà, et assurez-nous la paix sociale. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, on les a, et on va avoir des listes communautaires, et il est là le danger. C'est est-ce que dans quelques temps, on ne va pas se retrouver avec un maire salafiste ou un député salafiste ? La question, c'est pas tant le degré de modération d'un certain islam. C'est la définition qu'on donne de l'islam politique. Qu'est-ce que l'islamisme ? C'est l'islam politique. Autrement dit, c'est la volonté d'une partie des gens de venir s'insérer dans l'espace de constitution des libertés que nous définissons, nous, par la laïcité. Donc il doit y avoir une réponse à la fois de l'État par rapport à ça, et je trouve que cette tribune de Marianne est très bienvenue, parce que ce sont des musulmans qui disent « Nous autres musulmans ne pouvons pas faire comme si la frange qui se revendique de l'islam politique n'avait aucun lien avec l'islam. Elle a un lien avec l'islam dans le sens où c'est un extrémisme au sein de l'islam, et où c'est sa projection dans la sphère publique. Mais ces gens-là le réfutent, ils ont raison de le faire, et ce faisant, ils rejoignent la loi commune, et dans laquelle ils sont pleinement insérés, et les règles de vie qui sont définies par la laïcité. Mais la problématique, c'est que vous avez des gens... Je vois Zora Bitan, c'est elle qui est de cette pétition. Je vois Zora Bitan qui a été hier insultée, mais d'islamophobe. Alors, par des gens, justement, ces fameux Marwan Mohamed du CCIF et compagnie, qui sont venus lui dire, mais la pétition, non, la pétition est islamophobe. Alors, je me demande en quoi la pétition est islamophobe. Elle remet juste les choses en place. Mais ça, c'est le piège, c'est le chantage, c'est le chantage permanent. Et en même temps, il y a 100 élus locaux qui ont signé une tribune pour dénoncer la stigmatisation des musulmans, parce qu'il y a des musulmans, des femmes musulmanes voilées qui vont vous dire qu'elles ne sont pas victimes de l'islam politique. Je suis désolée, aucun musulman n'est stigmatisé en France. Alors, je prends mon cas, parce que maman est algérienne. Elle est venue en France, elle me le dit souvent, elle est venue, elle n'avait rien. Ce pays lui a tout donné. Il faut arrêter de dire que la France stigmatise les musulmans. Ce n'est pas vrai du tout. Les gens sont heureux. Voilà. Après, bien sûr, si on a comme l'espèce de dingue qui a pris son véhicule et qui a voulu foncer sur un gendarme, bien sûr, on va l'arrêter. Elle porte une burqa et elle n'est pas contente. Vous faites référence à un incident en Seine-Saint-Denis. Et elle vous dit qu'on est islamophobe, mais il faut arrêter. La loi est la même pour tout le monde. Alors, moi, je voudrais... je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je m'explique. Et on va parler de Macron dès maintenant. C'est que, effectivement, on a un problème qui est plus large que celui de la liberté organisée par la laïcité dans l'espace public. On a un pays qui se cabre contre une orientation communautariste qui est voulue
par le bloc au pouvoir, qui est voulu par le bloc au pouvoir, je suis désolé, où ces gens sont fascinés. Pas convaincu de ça. Je ne suis pas du tout convaincu de ça. Je pense qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés par les événements. Ils ne sont pas dépassés. Le lendemain du Bataclan, moi j'ai des amis qui étaient dans la salle, Macron a dit c'est de notre faute. Il faut qu'on accepte, etc., etc. Donc, non, ce que je veux dire là-dessus, c'est que, pardon, ce pays se cabre parce qu'il a des particularités, des spécificités, mais nos élites sont fascinées par le modèle anglo-saxon. Ça, c'est tout à fait incontestable. C'est pas une soumission à l'islam, c'est une vision de la société, de l'individualisme, le boulevard pour le néolibéralisme. Mais ça, c'est pas faux. Et là, il y a le communautarisme. C'est la raison pour laquelle M. Macron, je reviens à lui, Monsieur Macron dit ah oui le communautariste, mais il laisse tout passer. On a des connivences, on a des complicités avec les pétromonarchies qui financent le salafisme chez nous. Exactement. On a un niveau de corruption extraordinaire sur ces questions. Et on vient vous dire c'est le communautarisme qui pose un problème. Je termine sur Macron. On va y revenir. Les musulmans. Je termine juste une phrase. Oui, les musulmans sont stigmatisés. Quand un président de la République, après un attentat dramatique à la préfecture, vient dire on fera rien, c'est à vous de le faire, il faut instaurer une société de surveillance. De vigilance. Mais une société de surveillance. Mais il est fou. On va revenir sur ce qu'il a dit hier en déplacement à Mayotte, justement, et où c'était des incantations. Enfin, on va y revenir, que moi, j'ai pas vraiment compris. Faire bloc, ne pas diviser, il va falloir m'expliquer. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, le président de la République est en voyage à Mayotte et hier il a estimé qu'il était possible de lutter contre l'immigration clandestine sans avoir recours à un discours de haine, mais il a également parlé de radicalisation. La priorité du moment, c'est de lutter contre la radicalisation et le communautarisme, en soulignant aussi le risque d'une coagulation dans les esprits entre communautarisme et islam. Donc tout ça, c'est un petit peu du en même temps. Il a aussi dit qu'il souhaitait rassembler, que chacun se rassemble, pas simplement au Parlement, mais dans la société. Il a dit qu'il avait des idées qui sont claires depuis le début, mais qu'il le fait au rythme qu'il considère comme étant bon, en évitant de remuer les sujets quand la société civile se divise. On en retire quoi de tout ça ? Du boulgui-boulga. Bah oui. C'est ça, c'est du boulgui-boulga. Mais je pense qu'il sait plus où il en est. Il y a une autre phrase aussi, j'y reviendrai de façon apaisée. J'y reviendrai de manière apaisée quand je considérais que c'est le bon moment, comme je l'ai fait sur l'immigration. L'important, c'est que les Français ne se divisent pas. Mais les Français sont déjà profondément divisés. On est dans une société qui est profondément mais fracturée là-dessus, avec un risque d'accroissement encore de cette fracturation qui peut mener extrêmement loin. Donc clairement, là, on est dans le paroxysme du et en même temps, et les limites du et en même temps. Et puis, alors c'est quand même une parole forte du président de la République sur ce sujet. Elle viendra peut-être un jour. En plus, il a quand même une gestion politique de sa majorité qui va être aussi assez compliquée. On voit là les différences d'appréciation d'un Aurélien Taché sur son aile gauche et d'une Aurore Berger sur son aile droite, qui sont fondamentalement différentes. Oui. Et il est aussi le garant de l'unité nationale, le président de la République. Il se rend bien compte qu'il n'y a plus d'unité nationale aujourd'hui sur cette question. Et il ne sait pas comment la prendre. Et donc, il dit un peu des termes. On a le droit de choisir les moments où l'on traite les débats, où on les déplie. Voilà. Oui, mais il faudrait que ça tarde pas trop quand même. Il y a des voix qui manquent au débat en ce moment. Pardon. Vous n'avez pas entendu sur le sujet. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'effectivement, il étale la confiture pour laisser ce débat le plus longtemps possible sur la table, parce qu'il veut s'en servir et il essaie de l'instrumentaliser. Ceci étant, ne faisons pas comme si le président Macron n'avance pas et pour le coup nous fait reculer sur ces questions-là. Je me permets de vous reprendre, Valérie. Macron n'a pas juste dit hier qu'il fallait lutter contre l'immigration clandestine. Le mot clandestine n'y était plus. Il y était jusqu'à présent, il n'y était plus. Il a dit qu'il faut lutter contre l'immigration tout court. Autrement dit, il y a un franchissement de seuil dans ce qu'il dit, de la même manière qu'il a lié dans son discours d'hier la question de l'immigration directement aux questions sécuritaires. Il était à Mayotte, pardon. À Mayotte, j'y viens. Le contexte est important. Et j'y viens. Où va le président Macron pour parler d'immigration ? À Mayotte, qui est un contexte extrêmement particulier quand on connaît l'histoire des Comores, des 4 îles, et ça représente la moitié des reconduites à la frontière qui ont lieu sur le territoire. Donc il y a une instrumentalisation 48% de population étrangère à Mayotte. De la part du président de ces questions et de son voyage à Mayotte. Mayotte, nouvel argument d'autorité, je ne l'arrête pas, j'y ai été
un certain nombre de fois. Mayotte, c'est très particulier. Vous dites, c'est là où il y a le plus, une grande partie des reconduites à la frontière. J'ajouterais que c'est la première maternité de France. Ouais. C'est-à-dire que tous les Comoriens viennent accoucher et hop, dès qu'ils sont là, regroupement familial. C'est une situation qui est tout à fait épouvantable. C'était un territoire qui était très particulier, dont on a gardé une gestion à la suite d'un référendum pour des raisons X et Y, à mon avis. La départementalisation. Et puis, cette hérésie absolue. Vous savez que à Mayotte, c'était pas la justice française, hein, c'était une justice cadiale, c'est-à-dire que les appels et la cassation, c'était les cadis qui le faisaient. Il n'y avait pas d'état civil, donc d'un jour à l'autre, hop, il y avait la polygamie. D'un jour à l'autre, on a basculé dans la départementalisation, et là, il y avait une revendication tout à fait importante d'avoir les mêmes avantages départementaux qu'à la Réunion, qui n'est pas si loin, etc. Le problème, c'est que ça a générer un afflux de population, et aujourd'hui, mais c'est effarant, c'est un laboratoire fantastique. Vous avez déjà une hiérarchie qui s'est installée entre les Mahorais et les Comoriens. Ce sont les Comoriens qui sont réduits quasiment en esclavage pour beaucoup, hein, qui font le boulot pour les Mahorais. Vous avez des bandes d'enfants abandonnés partout. Moi, j'ai des amis qui me disent, on a été cambriolés 2-3 fois, mais on vide les frigidaires. Les enfants cherchent à manger. Non, mais je veux dire, et il va là-bas après avoir lancé sa fameuse plaisanterie sur les kwassa. Hein, il faut ajouter aussi qu'à La Réunion, vous avez une émigration mahoraise qui vient s'installer à La Réunion, ce qui n'est pas sans provoquer des problèmes. Le maire socialiste de Saint-Joseph a fait un scandale en disant qu'il en avait marre, que ses services sociaux étaient pris d'assaut, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est presque irresponsable de faire un discours pareil à cet endroit. Je veux dire... Mais c'est un peu hors sol. J'ai un auditeur qui nous dit merci de nous faire rire avec les phrases d'Emmanuel Macron. C'était pas destiné à vous faire rire, mais c'est vrai que quand on les lit comme ça, on se dit, quand on entend c'est ni tout blanc ni tout noir, et donc on se bat contre l'immigration clandestine. Il a dit le mot de clandestine, François Coq. Lutter contre l'immigration clandestine sans avoir... Discours, et vous verrez, il y a toute une partie du discours sur laquelle il enlève la dimension clandestine. Il parle simplement de la lutte contre l'immigration, et dans un propos qui est général à ce moment-là. On a Barbara qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de m'accueillir. On vous écoute. Alors écoutez, moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention Emmanuel Macron hier soir dans son intervention à Mayotte. Pour moi, ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots parce que Emmanuel Macron n'a jamais eu de programme sur l'immigration. Et pour moi, il n'a pas été élu. Il n'a pas de projet de gouvernance par rapport à l'immigration. Et là, c'est une réaction dans l'émotion, comme quand on légifère dans l'émotion parce qu'il y a un meurtre atroce. Ça n'est pas en allant à Mayotte, qui est un problème particulier, qu'on va résoudre les problèmes de la gouvernance en France. Emmanuel Macron, comme beaucoup de présidents ces dernières années, ne pense qu'à leur prochaine réélection. Or, maintenant, nous avons besoin d'hommes politiques qui ne pensent pas à eux, qui pensent à la France, qui pensent à la République, aux valeurs républicaines, qui pensent à dans 20, 30, 50 ans. Ça, c'est de la gouvernance. Et cette gouvernance impliquerait une prise en compte profonde et un remaniement de notre approche par rapport à l'immigration. Nous sommes fondés, la France, sur l'immigration. Je suis fille d'immigrés. Je ne suis pas née française. Il n'y a pas une personne dans ma famille qui a un casier judiciaire. Et autour de nous, c'est pareil. Tous les immigrés que nous connaissons, ils sont reconnaissants à la France et ils veulent participer à la France. Maintenant, on ne peut plus laisser s'installer une immigration qui, qu'on le veuille ou non, et j'appelle Monsieur Macron, au lieu d'aller à Mayotte, à se mettre une perruque, comme s'il allait au théâtre, se mettre des lunettes noires et un nez rouge, et aller se promener tout seul un soir dans le métro ou dans le 93. Peut-être que M. Blanquer ne le fera pas, suite à l'intervention de M. Bellatar. Alors laissons M. Macron le faire à sa place. Et peut-être que si M. Macron est seul, confronté à ce qui se passe dans les quartiers, dans les supermarchés, dans les parkings, dans les entreprises, dans la RATP, peut-être que M. Macron va formuler un autre discours. Mais ce discours ne sera valable que s'il est fondé sur les valeurs républicaines et sur de la fermeté. On arrête les mots, maintenant on gouverne. Oui, mais merci Barbara de cette intervention, mais c'est vrai que c'est très très difficile. Je pense qu'il a certainement conscience d'un certain nombre de choses, peut-être pas de tout. Et c'est vrai qu'hier, moi j'étais, et c'est une habitude à chaque fois qu'il y a un dirigeant qui se déplace, ils ont nettoyé les rues.
quand même de Mayotte. Ils ont nettoyé les rues pour le cortège du président. Et c'est ce qui se fait effectivement dans les commissariats, dans les hôpitaux, quand il y a des ministres qui viennent. Oui, toujours. Bon, mais ça rejoint ce que dit Barbara, la déconnexion de ces gens-là, pas forcément. Oui, mais là, il est rattrapé. Vous voulez réagir à ce que disait Barbara? Je trouve très juste ce que dit Barbara. Effectivement, il est rattrapé par les. Il se rend compte aujourd'hui, Emmanuel Macron, quand même, que ces sujets vont être au cœur de la prochaine présidentielle. Ça n'a pas été, bizarrement, au cœur de la précédente, alors qu'on s'attendait à ce que les sujets d'immigration, d'intégration, d'intégrisme aussi, soient au cœur de la présidentielle. Ça n'a pas été, étrangement. Et là, ça va l'être. Et donc, il est conscient qu'il faut qu'il apporte en amont une réponse pour ne pas se trouver dépassé. Lui, qui est on sent qu'il le champion de gagner du temps antipopuliste. Mais là, il essaye de gagner du temps. Il n'y a pas vraiment de réponse. Je m'exprimerai, ça fait 2 ans qu'on attend. Il va être obligé de la construire par petits pas, cette réponse. S'il ne la construit pas, on est collectivement tous très mal. Quand on a un gouvernement qui est aux antipodes, avec des gens qui sont aux antipodes sur ces questions-là, ça va être compliqué. La problématique, c'est qu'il est à chaque fois dans l'à peu près. Donc il va vous dire un discours, et puis après, il va regarder ce que va penser l'opinion publique. Et par rapport à l'opinion publique, il va refaire un autre discours. Donc il ne fait que ça, Emmanuel Macron. Il n'apporte aucune réponse par rapport à l'immigration ou par rapport aux problèmes sécuritaires qu'on a en France. Il n'apporte aucune solution. C'est que des discours et on rechange le discours le lendemain matin pour faire plaisir à une certaine frange de son parti. Il ne fait que ça. Rendez-nous Manuel Valls. Jacques nous dit, c'était un discours à Mayotte pour Mayotte. Non, c'était pas. Il a parlé de Mayotte, mais ce matin, effectivement, on en débattait hors antenne. Il a parlé de la France également. La priorité du moment, c'est de lutter contre la radicalisation, de renforcer notre politique de lutte contre le communautarisme. Il a parlé de la France. On doit faire bloc. Il s'est exprimé sur la France. Il a parlé effectivement du problème de Mayotte, mais il s'est exprimé plus largement. Mais c'est la caractéristique de cet homme, c'est qu'il donne toujours du grain à moudre à l'électorat qui veut influencer. Il n'a pas une vision de moyen ou de long terme, il a une vision de court terme. Il prétend qu'il a gagné, enfin ceux qui le soutiennent, les élections européennes, alors qu'il fait 11% des inscrits et que son parti est deuxième. Et il voit la bourgeoisie le rallier, la droite le rallier, la LR s'effondre, etc. Il se dit, il va falloir donner des gages maintenant à la gauche. Donc il fait du sociétalisme, la loi bioéthique, etc. Et puis là, il y a la crise qui arrive, donc il a MPT dans la rue, la manif pour tous, donc hop, il redonne un petit peu. Moi, il y a une chose qui m'a frappé dans le débat, qui s'est produit là depuis le Conseil régional de Bourgogne, c'est le jeu de rôle. Je trouve cette séquence assez épouvantable, je la trouve terrible, et en ce qu'elle révèle d'intensité, de haine, de fracture, vous avez tout à fait raison. Simplement, il y a un jeu de rôle. Je ne sais pas s'il y a des vraies divergences. Des vraies lignes de clivage au gouvernement et au Parlement. Attendez, moi, je connais un certain nombre de gens. Il y a des municipales. Ne l'oubliez pas. Ça veut dire des postes, ça veut dire des gages, ça veut dire des gamelles, etc. Je peux vous dire que les communistes, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui communistes, eux, ce qui les intéresse, c'est le clientélisme local. Alors, il faut voir, l'humanité en rajoute. Mais c'est pour ça qu'on a la fameuse pétition des 100 maires. Voilà. Des 100 élus, des 100 élus. Bien sûr, mais il y a, et je pense que du côté de Taché, du côté des autres, c'est moins de véritable clivage que de l'électoralisme primaire. Le jeu de rôle que chacun joue. Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron nourrit et entretient un paysage sur cette question-là. Et moi, je ne suis pas sûr que ce sera la question de l'immigration sera la question centrale, par exemple, de la prochaine présidentielle. Vous aviez raison de rappeler qu'on avait dit que ce serait celle de l'élection de 2017. Ça n'a pas du tout été le cas. On nous a promis un grand débat sur l'immigration qui devait avoir lieu au Parlement début octobre. Enfin, ça a fait pchit, comme aurait dit l'autre. Et aujourd'hui, les dernières enquêtes d'opinion disent que les Français, ce n'est pas la question de l'immigration qu'ils trouvent centrale, au contraire, qu'ils ramènent tout en queue de peloton, mais bien d'abord les questions à la fois les questions sociales et les questions, pour être clair, du portefeuille et de la fin du mois, et également les questions démocratiques. Je crois que c'est l'un des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, où à un moment donné, les gens en ont marre de se voir privés de la capacité de décision. Eh ben justement, on va changer de sujet. Voilà, c'est une bonne transition. Un mandat présidentiel de 6 ans, comme le propose François Hollande. On pourra dire quelques mots sur François Hollande, François est revenu. Et donc, il propose donc ces 6 ans à la place du quinquennat. Qu'en pensez-vous ? On y revient dans un instant.
De retour avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et on débat, on continue de parler avec Geneviève Gotzinger, communicante, François Coq, essayiste, Régis de Castelnau, avocat et Kerima Mendes, blogueuse. On revient sur les propos de François Hollande, l'ancien président de la République, qui publie un livre aujourd'hui même dans lequel il évoque des pistes pour réformer les institutions. Que ne l'a-t-il fait avant, pourrait-on lui dire. Il prône notamment la mise en place d'un sextennat. C'est comme ça que ça s'appelle. Il plaide donc pour la mise en place d'un véritable régime présidentiel. Pour lui, 5 ans, c'est trop court. Il faut répondre à la crise démocratique. C'est le titre de son livre. Qu'en pensez-vous ? Il se prend pour le Messie, François Hollande. Quand il était président, il ne l'a pas fait. Donc ça, c'est un peu à la mode de tous ces présidents. Une fois qu'ils sont partis du pouvoir, ils ont la solution pour le pays. Mais quand ils étaient là, ils n'ont rien fait. Parlez bien dans le micro. Et quand ils étaient là, ils n'ont rien fait. Il est dans son meilleur rôle. Il est dans son meilleur rôle qui est celui de commentateur, François Hollande. Exactement. Il est excellent dans l'analyse, il est excellent dans le commentaire. D'ailleurs, pendant 5 ans, il a commenté sa propre action à perte de vue ou sa propre non-action pendant 5 ans. Et là, il commente, il analyse. Bon, mais est-ce qu'il a sur le fond, c'est ça, est-ce qu'il n'a pas raison sur le fond ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les institutions de la 5e sont assez solides ? Est-ce que ce mandat réduit à 5 ans, finalement, c'est-à-dire que la précédente réforme a été catastrophique. L'introduction du quinquennat et la concomitance de l'élection présidentielle et de l'élection législative fait qu'on a aujourd'hui une espèce de parlement croupion qui est complètement aux ordres, avec des godillots plus encore que par le passé et avec un régime qui est clairement dévoyé et un manque de confiance. Donc réformer les institutions, c'est une bonne chose. Maintenant, sextennat, régime présidentiel, pourquoi pas ? Toutes les pistes sont bonnes à être explorées. Vous avez fait partie de la France insoumise, François Coq, qui plaidait pour une 6e République. Oui, pour une 6e République, et je pense plus encore que la 6e République, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un processus reconstituant du peuple. On arrive à un état de blocage démocratique à tout niveau, qui se traduit dans les urnes, mais pas seulement. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, avec la perte de légitimité, la perte du consentement, qui fait que le peuple aujourd'hui a besoin de se refonder et on ne s'en sortira pas simplement par un changement institutionnel. On a besoin de redéfinir tous ensemble ce qu'on veut et ce dont on a besoin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 6 ans, 5 ans ou même moins, tant que ce sera des Hollande ou des Macron au pouvoir, ça sera toujours trop. Je le dis d'autant plus facilement que non seulement Hollande n'a rien fait quand il était chef de l'État, mais que quand même, ce dont vous parliez il y a un instant, qui est c'est-à-dire le quinquennat plus l'inversion terrible du calendrier électoral qui soumet complètement le législatif à l'exécutif, ça a eu lieu sous Lionel Jospin, quand le premier secrétaire du principal parti à l'époque quasi hégémonique était qui ? Un certain François Hollande. Autrement dit, c'est eux qui ont porté cette réforme et il vient nous dire aujourd'hui qu'il faudrait la changer. Non seulement il ne veut pas réellement la changer, mais ce qu'il propose est encore extrêmement dangereux. Vous savez, il y a 2 écoles sur les questions institutionnelles. Soit il y a la spécialisation des pouvoirs, ça c'est l'école de Rousseau, celle à laquelle moi je suis attaché, où le souverain, le peuple, se retrouve dans une forme représentative ou une autre, et qui est le dépositaire de l'exercice législatif, et l'exécutif est soumis au législatif. Et puis il y a Montesquieu et la séparation des pouvoirs, et le législatif est utilisé conjointement par le législatif et par l'exécutif. Finalement, c'est vers ce modèle américain, dans une forme de en même temps, que veut nous ramener François Hollande pour détruire notre spécificité républicaine, et ce faisant nier une fois encore celui qui devrait être le souverain et qui est mis sous le tapis depuis des années dans ce pays, le peuple. Dans les régimes de séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif est quand même fort. On le voit bien avec le rôle du Congrès aux États-Unis. C'est pas complètement neutre. Alors, première observation, Monsieur François Hollande devrait raser les murs et se taire. Pour commencer. D'abord, il a fait HEC, c'est très brillant. Il a fait l'ENA, donc il n'a jamais fait de droit, et encore moins de droit constitutionnel. Il a participé. La Constitution de 58 est détruite en profondeur. On va pas ici regarder toutes les mesures qui ont été prises. Elle a été réformée une vingtaine de fois depuis Chirac, à peu près. Et aujourd'hui, elle est proprement en lambeaux. Ça, c'est la première observation concernant l'état de notre Constitution. Moi, je suis pour un retour à la Constitution de 58. On ne peut pas m'en expliquer ici. Deuxième constatation, aujourd'hui, si on écoute Montesquieu, la France n'a plus de Constitution. Montesquieu dit « Tout pays qui n'a pas de séparation des pouvoirs n'a point de Constitution ». Nous avons un exécutif entre les mains du président de la République. Nous avons un pouvoir législatif entièrement entre ses mains du fait des conséquences de la décision prise par Jospin et par M. Hollande au passage, c'est-à-dire un Parlement asservi complètement, et enfin, on l'a vu avec les Gilets jaunes, nous avons un pouvoir judiciaire qu'on appelle autorité entièrement
dévoué à Macron. Répression de masse contre les gilets jaunes, protection de ses amis et voyous qui l'entourent, et refus de contrôler les violences de la police. Voilà, ça c'est dit. Oui, je continuerai à le rabâcher. Donc, ce que je veux dire, c'est que effectivement, la question institutionnelle est très grave. Et qu'est-ce qu'il fait, ce brave monsieur Hollande? Il vient et il nous dit un sexennat formidable. Sixtennat. Sixtennat, je ne sais pas comment on dit. Oui, pas sexennat, ça va pas. Donc, la mesure importante, et c'est François qui le dit, c'est la suppression du Premier ministre. C'est-à-dire de faire une séparation complète. Fascination naturellement pour le modèle américain. Je rappelle que la Constitution américaine, elle est là depuis 1776, elle fait 27 articles, il y a eu des amendements, mais que c'est en aucun cas un modèle. Et ça d'abord, c'est une Constitution fédérale. Et c'est pas la constitution d'un État jacobin comme la France. Donc aujourd'hui, cette proposition, elle est simplement grotesque. Elle est simplement grotesque. La question parlementaire, et on le voit bien avec ce qui se passe en Allemagne, avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, où d'ailleurs je constate qu'on a un blocage institutionnel dont personne ne parle. Ils ont réformé en 2010 le droit de dissolution qui appartenait au Premier ministre. C'est le Premier ministre qui disait bon ben on va aux élections, je dissous, ce qui peut être le cas en France, puisque c'est le président de la République qui peut le faire. Donc le chef de l'exécutif. Il n'y aurait plus de droit de dissolution dans le schéma Hollande. Là, c'est fini. Les Anglais ont voulu équilibrer ça et faire plus démocratique. Aujourd'hui, c'est le Parlement qui décide s'il va se dissoudre ou pas à la majorité de 3/5. Vous pensez bien que les gars, ils sont assis sur leur fauteuil. Les parlementaires, ils vont pas voter leur propre retour. Ce qui explique le blocage du Brexit. Boris Johnson, il voudrait retourner devant les électeurs, mais les parlementaires disent pas question. Ils ne veulent pas. Non, c'est simplement ridicule. François a raison. Il y a un moment constituant qui s'impose aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on nous fait? Réforme des institutions. Alors il y aura la recette de la tarte tatin dans le préambule. Il y aura tout ça. C'est l'homme de la synthèse, François Hollande. Comme on l'a vu. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre le timing de François Hollande. On a existé, la volonté d'exister dans le paysage politique. Mais il ne dit pas que des choses fausses. C'est-à-dire que le quinquennat, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas possible, c'est une erreur. Amélia ou Amalia est en ligne. Amélia, bonjour. Oui, bonjour. Alors non, il faut surtout pas mettre en 6 ans. Alors déjà qu'ils nous font des dégâts monstrueux en 5 ans, et on se dit il faut tenir le choc en espérant, en croisant les doigts que le prochain fera mieux que le précédent. Donc vous imaginez 6 ans, la catastrophe que ça serait respirer encore pendant une année de plus en se disant qu'est-ce qu'on va subir. Et je pense que ce monsieur Hollande, il prêche pour sa paroisse, parce qu'il se dit, le CICE, tout le monde crie sur tous les toits qui fonctionne qu'au bout de 6 ans. Finalement, si j'aurais eu 6 ans, peut-être que je serais repassée au la main. Et j'aurais pas eu à me retirer. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça qu'ils disent. Et puis, deuxièmement, moi, j'adore la politique, donc je suis ça. Sur toutes les antennes, on nous dit, en politique, quand on est élu pendant 5 ans, les 2 ou 6 ans ou 7 ans, c'était les 2 premières années. On réforme le pays, après, on ne peut plus. Alors, écoutez, autant faire ça bien. Faisons une élection présidentielle sur 2 ans, puisqu'apparemment ils sont aptes à faire quelque chose en 2 ans et correctement. Et puis s'il est bien, on renouvelle, on fait des CDD. Et puis s'ils sont nuls, finalement on passe à quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, on réduit aussi d'autant le temps de leur pension de retraite en tant que président. Parce que tous ces gens qui sont élus, moi je veux bien, ils donnent une leçon de morale une fois qu'ils sont plus là. Alors qu'ils n'ont rien fait avant. Mais en attendant, ils touchent des retraites pendant X années, ils touchent tous les avantages, et c'est nous à qui on dit constamment de faire des efforts, on paye pour ces gens-là qui gagnent des sommes astronomiques et à qui on file tout. Même quand ils décèdent, j'ai appris il n'y a pas longtemps, on leur paye l'enterrement, alors qu'ils ont plein de sous. Alors, non, mais attendez, on marche sur la tête. On nous dit à nous, faites des efforts constamment. Mais moi, je vais leur en trouver des économies s'ils veulent gagner de l'argent pour pouvoir équilibrer. On va vous mettre en contact. On va vous mettre en contact avec eux pour trouver des économies. François, vous lirez. Vous noterez quand même que François Hollande est totalement hors sol. On vient d'avoir une expression populaire depuis un an, notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, mais pas seulement, où les gens disent la démocratie représentative est insuffisante à retranscrire l'ensemble du champ de la volonté générale. Autrement dit, les gens veulent exercer leur souveraineté de manière permanente et sans entrave. Et que vient nous faire et nous dire François Hollande? Il vient nous dire c'est une simple réforme institutionnelle qui en fait va être un verrouillage de l'entre-soi, où ça va être toujours les mêmes qui vont décider, et vous, le peuple, vous resterez aux portes des institutions. Voilà, François Hollande est ce qu'il a toujours
toujours été. Il se dit que le paysage politique aujourd'hui est tellement médiocre qu'il recommence à avoir toutes ses chances, mais faisons en sorte que celui-là, comme les autres, ne revienne pas. Comme tous les présidents partout. Un petit mot sur la France Insoumise qui a décidé de boycotter CNews tant qu'Éric Zemmour y serait. Jacqueline nous dit la France Insoumise a raison de boycotter, ce serait dommageable pour eux, leur incompétence et leur manque de culture, c'est trop flagrant. Voilà, donc c'était ironique. Voilà, qu'est-ce que c'est une bêtise. François, vous connaissez bien la France Insoumise ? Je l'ai connu à une époque. Écoutez, il y a quand même deux choses. Soit les propos de M. Zemmour sont condamnés par la loi, et dans ce cas-là, quelquefois ils le sont. Soit c'est pas le cas, mais dans ce cas-là, il faut les combattre. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire en sorte que celui-ci ait pignon sur rue et à l'antenne puisse tenir les propos qu'il tient. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à aller sur les plateaux et les combattre pied à pied. Je suis d'accord, il faut aller sur les plateaux pour débattre avec lui. Voilà, il y a d'autres propos qui sont inqualifiables. La députée de la France Insoumise, Danielle Obono, avec ses propos islamo-gauchistes permanents, moi aussi, ça me donne de l'urticaire, tout autant que Zemmour. Voilà. On débat, on combat et on boycotte pas. Le boycott, c'est la meilleure. Parce que, excusez-moi, mais il y a aussi beaucoup à dire sur d'autres chaînes d'information continue ou sur le service public ou sur le reste. Non, mais surtout, je les ai pas vus faire des manifestations. Alors, le Parti communiste, enfin celui qui se prétend tel, deuxième édition, a été faire une manifestation devant CNews. Je les ai pas vus venir faire des manifestations devant le service public que je paye et qui est devenu la voix du pouvoir. C'est la Pravda, ce service public dans tous ses aspects, parce qu'il y a les télévisions, il y a les radios. Donc, je trouve ça... Leur argument, c'est qu'il a été condamné. Oui, et alors c'est le premier avec des casiers judiciaires, quand vous aviez des gens, qui avaient été condamnés, y compris pour de la délinquance crapuleuse qui était entendue, etc. À partir du moment où il a payé sa dette, sur le plan judiciaire. Non, et puis c'est la question. Et puis il a doublé l'audience de la case. Donc, non, mais c'est le boycott. Regardez qui boycotte. On a deux députés LREM qui. Et Valérie Trierweiler, vous l'avez oublié quand même. Et puis la France Insoumise, j'ai un peu de mal avec eux. D'accord, on va boycotter CNews. Mais quand ils ont été à la manif de la haine où on criait mort aux juifs, ils l'ont bien fait cette manifestation. Donc ils balaient d'abord devant leur porte avant de balayer devant celle des autres. Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous retrouverez André Berco.